l'ordre du jour rapidement, puis après je passe la parole à Stéphane. Donc, présentation d'agence écomobilité Transdev, navette nature, recensement navette hiver, évolution du site internet, d'un loi l'homme, comité des partenaires, action pour 2021, liaison Albertville-Ugine, covoiturage et journée agir. Ok. Donc, par rapport à ça, on va laisser la parole à Transdev, Nicolas Prévost. Donc, ce qu'on va faire, alors, vous nous excusez, mais on jongle un petit peu avec les différents points. Voilà. Tac. Je voulais mettre la présentation de Nicolas Prévost, s'il vous plaît. Donc, juste pour rappel, donc, tous les transports, qu'ils soient scolaires, urbains, non urbains, quasiment tous, ont été transférés, enfin pas transférés, mais confiés à un seul opérateur, ça c'est l'agence Éco, qui est Transdev. Voilà. Et donc, Nicolas Prévost, je vais le laisser se présenter et on passera les slides. Est-ce que tout le monde voit la diapositive Transdev? Oui, c'est bon, oui. Il n'y a pas de problème. Monsieur Prévost, est-ce qu'on peut Bonjour à tous. Donc Nicolas Prévost, je représente Transdev sur la Savoie, donc avec les entités Transdev Savoie, Transdev Martin, Transdev Albertville et Transdev Dauphiné. Comme disait Monsieur Piquier, donc on a la délégation, on est le délégataire des transports qui sont sur le secteur d'Arles-Isère. Alors, une petite présentation rapide de Transdev. Transdev est un groupe dont les actionnaires sont la Caisse des dépôts et consignations d'un peu plus 60% et un groupe allemand de transport qui s'appelle Rettmann qui a un peu plus de 35%. On est implanté au niveau mondial, alors je ne vais pas vous faire toute une présentation et je vais plus me focaliser sur la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, on opère. C'est vous qui passez les slides, Monsieur Piquier? Oui, tout à fait. Donc, si on peut passer sur la slide suivante, au niveau de la région, donc on est principalement sur le réseau urbain de Saint-Étienne, qui est un gros réseau urbain qui représente à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une assistance technique sur la Trinitag à Grenoble. Et puis sur la partie Savoie et Haute-Savoie, on a différentes entités où on opère beaucoup de skibus, des contrats DSP pour la région, et puis vous, pour Transdev Albertville. Donc, si on peut passer au slide 4. Sur la 4. Voilà, donc, on est sur une DSP donc pour une durée de 10 ans. On a signé avec vous en 2018 et donc on est engagé jusqu'en 2028 pour gérer l'ensemble du transport sur votre territoire. Le chiffre d'affaires est de l'ordre de 4,5 millions, 5 millions. Et donc, on a la particularité d'avoir créé une entité qui s'appelle Transdev Albertville, mais pour laquelle l'ensemble des transports sont sous-traités. Donc, on a la partie urbaine qui est sous-traitée à Transdev Savoie. On a des lignes nature qui vont être intégrées, ça, M. Piquet vous en parlera tout à l'heure, qui vont prochainement être intégrées dans le cadre de la DSP. Et on gère également toute la partie scolaire. Donc, pour cette partie-là, on sous-traite auprès de transporteurs Ford, Blanc, à peu près tous les transporteurs du secteur roulent sur votre territoire. Donc, on est en risque industriel. Pardon? On est en risque industriel et commercial qui sont supportés donc, par le groupe Transdev. On a un contrôle de l'exécution du contrat qui est porté par la collectivité et par les services de M. Piquier. C'est une rémunération qui est forfaitaire et qui est indexée
chaque année et qui est éventuellement minoré de pénalités liées à la qualité de service ou à la performance économique et commerciale. Et l'année dernière, donc, on a convenu avec Arlisère de faire un avenant annuel qui est relatif aux optimisations ou adaptations d'offres qu'on a fait en cours d'année. Alors, slide suivant. Donc, forcément, Transdev a des objectifs qui ont été fixés par Arlisère, avec notamment au cours de cette DSP une croissance continue de fréquentation sur lesquelles on porte un risque, des actions incitatives pour favoriser le report modal. Et j'ai vu que Julien Magnier était là. On est partenaire, enfin, on essaye d'être partenaire le plus possible de l'agence Écomobilité, notamment sur d'autres secteurs. L'idée également est d'optimiser les transports en intégrant le scolaire au réseau urbain. Donc les lignes scolaires sont ouvertes à tous et coordonnées avec des lignes urbaines. Une gestion du réseau et, je le disais tout à l'heure, une intégration des lignes qui desservent le Beaufortin et le Val d'Arly à compter de septembre 2021. Voilà, d'une manière générale, l'objectif de Transdev est d'accompagner Arlisère dans sa volonté de transition énergétique au niveau des Deux-Sèvres. Alors, ça, c'est l'organigramme, principalement pour Arlisère. Donc, on a Monsieur Gaz, qui est sous ma responsabilité, qui pilote toute la partie marketing et commerciale sur l'ensemble de mon périmètre. Et pour Arlisère, Monsieur Gaz intervient à 50% de son temps de travail. Et quotidiennement, vous avez des personnes qui sont sur place, sur Arlisère. Donc, on a Marina Nectou, qui est chef de secteur, qui vient d'intégrer l'entreprise il y a un peu plus d'un mois et qui est donc responsable au quotidien. Elle est accompagnée de Jennifer Henry, qui est agent commercial et d'exploitation. On prend une personne en renfort pour gérer tous les abonnements scolaires, donc de début avril ou début mai jusqu'à fin septembre. Et à côté de ça, on est épaulé par Laura Cadou et Christiane Carré, qui sont assistants de communication et agents commerciaux. Et à côté de ça, on ne va pas les lister, mais vous bénéficiez de l'assistance technique de Transdev Région et de Transdev Savoie, puisque je mets aussi du personnel à disposition pour apporter une plus-value sur le réseau Arlisère. Le réseau TRA, donc brièvement, il s'agit de 9 lignes urbaines, 4 lignes périurbaines qui ont une vocation touristique. On a la ligne 21 qui a déjà été intégrée dans la DSP, les lignes 22, 23 et 24 qui le seront l'année prochaine, avec un but d'optimisation et également de gains financiers pour votre collectivité. Donc ça, c'est notre rôle de travailler avec les sous-traitants pour faire diminuer le prix et assurer un service de qualité malgré tout et une offre qualitative. Et en troisième niveau, on a toutes les lignes scolaires, donc il y en a 81 sur votre secteur. 937 arrêts desservis, un système de billettique, 7 véhicules qui sont la propriété de Arlisère, ce sont les véhicules que vous voyez tous les jours sur le réseau urbain, un dépôt de bus qui est situé chemin de la Pierre-du-Roi sur Albertville, et sur lequel il y a une station de lavage, la station de carburant étant décentralisée chez Proxy Market. Vous avez le réseau avec les lignes régulières qui vous sont présentées ici. Et en termes de fréquentation, alors c'est difficilement comparable. On voit sur l'année 2019, on a une fréquentation d'un peu plus de 300 000 voyages. Et on voit sur l'année 2020, il y a un décrochage à partir du mois de mars qui a repris réellement en juin, après le confinement. Mais sur la période de confinement, mars, avril, mai, juin, on voit qu'il y a 80% de voyages en moins. Et en termes de recettes, il y a un écart de l'ordre de 30 000 euros. Donc on peut dire que ce n'est pas
ce n'est pas si important que ça. Il faut savoir que la plupart des recettes de votre périmètre proviennent des scolaires. Et par conséquent, les scolaires ne sont pas intégrés ici. Là, ce sont vraiment les recettes commerciales du réseau Ion. Voilà, je pense avoir fait un tour rapide. J'avais 10 minutes, je pense qu'on est dans le timing. Oui, parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Vous beaucoup. avez entendu? Je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Donc, bien évidemment, l'ensemble des présentations seront annexées au compte-rendu. Merci, Monsieur Pruvot. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de façon physique à vous rencontrer ainsi que vos collaborateurs directs. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et donc, on passe. Julien ou François? Oui, je vais commencer et puis François prendra le relais de mes quelques mots. Ok. Vous avez notre présentation également? C'est bon. Allez-y. Je ne la vois pas par contre. Ah, Ça y est. c'est bon? Parfait. Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc moi je suis Julien Magnès, je suis le directeur de l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc et donc on va également se prêter à l'exercice de vous présenter à la fois la structure mais également son activité en 10 minutes à deux voix puisque François Soubéran qui est responsable d'activité en Savoie prendra le relais pour vous présenter un peu plus ce qu'on a fait et ce qu'on fait sur le territoire d'Arlisère et je vais moi vous présenter un peu mieux l'agence Écomobilité. L'agence Écomobilité a été une association pendant près de 20 ans, hein, depuis le début des années 2000, a opéré principalement en Savoie et en Haute-Savoie depuis 2017 pour développer aux côtés des collectivités les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Au 1er juillet 2019, les collectivités avec qui on travaillait ont fait le choix de changer de statut et de passer d'un statut associatif à un statut de société publique locale. Alors, une société publique locale, c'est un statut assez récent. Il y a à peu près 400 sociétés publiques locales en France. Hein, c'est des établissements publics. Donc, on est une entreprise de droit privé, mais avec des actionnaires qui ne sont que des collectivités. Dans le champ des mobilités, il y a une quinzaine de sociétés publiques locales en France et on est les seuls à exister sur le champ du développement des mobilités actives et du conseil en mobilité. C'est une équipe de 40 salariés qui travaille aujourd'hui pour 11 collectivités, 10 en Savoie et en Haute-Savoie et 11 avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est également au capital de la SPL. En termes de gouvernance, donc la SPL est pilotée par des élus avec un conseil d'administration. Donc M. Brugnon est membre du conseil d'administration de la SPL en tant que vice-président d'Arlisère. Et donc on travaille en direct pour ces collectivités. Le principe d'une société publique locale, c'est que la collectivité peut faire appel à nous si elle est actionnaire dans notre champ d'activité, sans mise en concurrence. Donc, ce qui permet d'être vraiment l'outil de la collectivité si elle souhaite faire appel à nous. Si la collectivité souhaite, pour des sujets qu'on porte, passer par quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'exclusivité, elle peut complètement le faire, comme elle peut lancer un marché si elle le souhaite. On accompagne les collectivités autour de 3 temps, on va dire. La première qui est une définition des besoins et une analyse des potentiels sur le territoire. Comment est-ce qu'on travaille sur d'autres formes de mobilité que la voiture et le transport en commun, donc notamment sur le développement du covoiturage, du vélo, la mise en place de plans de mobilité dans les écoles, les entreprises. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus dessus. Ensuite, on construit, on planifie des plans d'action avec les collectivités, notamment dans les questions de recherche de financement. Et ensuite, l'objectif, c'est bien d'aller jusqu'à l'expérimentation des services. On ne se positionne pas comme un bureau d'études, mais bien comme un animateur de la mobilité sur le territoire. Il y avait 22 membres du conseil d'administration qui étaient des bénévoles dans l'association, qui sont maintenant membres d'un conseil de développement et qui accompagnent les élus dans leurs décisions pour faire évoluer la société. Sur les actions qu'on mène, vous pouvez passer Stéphane sur la slide juste d'après. Sur les actions qu'on mène pour le compte des collectivités, on est donc sur toutes les formes de mobilité alternatives à la voiture individuelle, à l'exception des modes lourds, que sont par exemple le réseau de transport en commun où on n'exploite pas de service. Par contre, on appuie les collectivités sur leurs sujets. Donc, on l'a dit, on met en place des schémas directeurs vélo, des schémas de covoiturage. On travaille sur des questions d'aménagement vélo, sur des ateliers de concertation avec les habitants autour de la mobilité. On a un grand volet sur tout ce qu'on appelle conseil en mobilité, ce qu'on appelle le management de la mobilité. Donc, on intervient avec les entreprises et les écoles des territoires pour mettre en place des plans de déplacement. Donc, on travaille sur comment les salariés se déplacent pour aller
travailler, quels sont les potentiels, et on met en place des plans d'action pour essayer d'atteindre des objectifs de report modaux, faire en sorte que les gens utilisent moins la voiture individuelle au profit d'autres modes de déplacement. On a le pendant dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes aux questions de qualité de l'air, de pollution, de sécurité à vélo, sécurité à pied. Et donc, on a un partenariat avec l'Éducation nationale et on intervient sur le temps scolaire et périscolaire sur tous ces enjeux de sensibilisation. On a une action forte qui est portée notamment sur Arlysère, François vous le dira, sur les questions des personnes en situation de précarité. Comment est-ce qu'on fait avec des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir de permis de conduire ou pas les moyens d'avoir de voiture pour leur permettre quand même d'avoir accès à la mobilité, notamment dans le but d'accéder à un emploi. Et puis des événements grand public. On a un gros sujet autour des services vélos qu'on exploite. Donc on gère le service public de l'agglomération de Chambéry, qui est un parc de 750 vélos, avec 750 places de stationnement délocalisées sur le territoire. On exploite depuis un peu plus d'1 an et demi le service de Montmélian sur Cœur de Savoie et depuis le 1er juillet 2020, le service de Grand Lac sur Aix-les-Bains, qui est un service principalement tourné autour du développement du vélo assistance électrique avec 130 vélos assistance électrique en location. On a un service de triporteur dans l'hypercentre de Chambéry, c'est un service de vélo-taxi qui vient compléter l'offre de transport public pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité et pour qui on organise des déplacements en porte-à-porte. On organise des actions autour de la voiture partagée. Comment est-ce que sur les territoires ruraux notamment, on essaie d'avoir un meilleur usage de la voiture autour d'actions autour du covoiturage, du stop organisé. Donc on anime de lignes de covoiturage par exemple et on est relais d'un dispositif qui s'appelle Réseau Pouce sur la Savoie et sur la Haute-Savoie pour les territoires qui sont membres de la SPL. Et puis un dernier sujet autour de toutes les mobilités actives. On travaille sur la promotion du vélo assistance électrique, même du vélo hydrogène maintenant. Et puis une action autour de la santé qui permet à des médecins de prescrire une activité de mobilité sur ordonnance en fonction de certaines pathologies. Et donc, ces patients passent par un coach mobilité chez nous et on les oriente sur de la vélo-école pour des personnes qui ont des déplacements qui peuvent être faits à vélo. Et donc, on leur redonne confiance pour se déplacer à vélo. Voilà un peu le panel d'activités qu'on propose aux collectivités. Et du coup, donc François, qui est responsable d'activité de l'agence pour tout le territoire de la Haute-Savoie, donc qui est l'interlocuteur privilégié de Stéphane Piquier, va vous dire voilà, quels sont les éléments un peu clés de l'activité sur le territoire d'Arlysère. Oui, merci Julien. Du coup, c'est bien pour le département de la Savoie et pas de la Haute-Savoie. Ta langue a fourché, Julien. Je suis responsable d'activité. Donc, très rapidement, c'était pour vous donner un petit peu un panel des actions concrètement qu'on travaille pour le territoire d'Arlysère. Donc, c'est des premiers éléments de bilan qui me paraissaient assez concrets pour l'année 2020, là, qui n'est pas tout à fait finie, mais voilà, ça donne déjà une vision des actions. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à la description de Julien, donc tout l'aspect conseil en mobilité auprès des personnes en situation de précarité de mobilité, qu'on appelle chez nous le public solidaire, donc mobilité solidaire. Vous voyez les quelques chiffres d'activité pour cette année. Donc, c'est vraiment sur le territoire d'Arlysère, c'est une action qui fonctionne vraiment bien. Près de 90 personnes en situation de précarité là, qui ont participé cette année aux ateliers mobilité. Donc, les ateliers mobilité, c'est des actions de formation et de sensibilisation spécifiques auprès de ces publics-là. Donc, ça implique de notre côté de développer des partenariats avec les travailleurs sociaux, avec les prescripteurs sur le territoire. Et c'est donc de mettre en place des ateliers réguliers de formation et de sensibilisation auprès de ces personnes-là. Donc, c'est déjà informer de l'offre de mobilité sur le territoire. Ça paraît être une lapalissade, mais c'est vraiment l'un des premiers objectifs de ces ateliers auprès de ces publics-là. Et puis après, c'est des formations plus concrètes, soit pour apprendre à lire une fiche horaire de transport en commun du réseau de bus, par exemple, en place sur Arlysère, soit d'apprendre à faire du vélo par l'intermédiaire des vélos-écoles. Vous voyez qu'on a mené près de 60 séances de vélo-école cette année pour ce public-là, ou dans une moindre mesure, des ateliers pour aider les personnes à réparer leur vélo. Donc voilà quelques actions sur de conseils en mobilité, donc vous l'avez compris,
qui vont dans le sens du changement de comportement et donc de la promotion de la sensibilisation des alternatives de déplacement. Un sujet connexe qui est l'autopartage solidaire. Arlisère a mis en place, en partenariat avec Cities, 2 véhicules d'autopartage sur le territoire. Et l'idée, c'était d'aller définir les modalités. C'est un travail qui est donc en cours avec Cities, qui est l'opérateur de ces véhicules-là, d'aller travailler des modalités spécifiques pour les publics solidaires dont on sait que c'est un besoin pour aller, par exemple, passer un entretien d'embauche. Toujours sur le conseiller en mobilité, auprès maintenant des entreprises, donc c'est les plans de déplacement, enfin maintenant plans de mobilité auprès des entreprises ou des administrations. Donc ça concerne autant les employeurs que les salariés ou les agents de la collectivité. Et d'ailleurs, la collectivité sur Arlisère s'est donné l'objectif de l'exemplarité. Donc on voit bien la mairie d'Ugine, la mairie d'Albertville, Arlisère, le CIS, enfin voilà. L'idée, c'était d'enclencher cette démarche et que Arlisère soit exemplaire sur ce sujet-là sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est 5 plans de mobilité qui sont en cours de réalisation. Donc la phase diagnostique dont parlait un petit peu tout à l'heure Julien, c'est cette phase qui permet d'évaluer les potentiels et les connexions et de travailler le plan d'action pour ces structures-là et par site. Donc c'est autant l'accessibilité qu'une géolocalisation des salariés et des agents. Et puis ensuite décliner des actions de sensibilisation, encore une fois, pour aller vers un report modal le plus important possible. Ensuite, un dernier sujet, et pas des moindres, c'est la construction d'une stratégie vélo par l'intermédiaire du schéma directeur cyclable qui a été enclenché maintenant il y a pratiquement un an, ou il y a un an, non, il y a à peu près un an. Bon, avec des décalages de timing dus forcément au contexte actuel. Mais l'idée, ça a été de proposer une phase de diagnostic et de concertation, que ce soit technique auprès des collectivités concernées, donc les collectivités d'Arlisère, les communes et les collectivités supra, que sont le département par exemple, et les collectivités voisines quand même, pour pouvoir faire les connexions de la bonne façon. Et cette phase de diagnostic a donc été rendue cet automne lors d'un cocktail qui a permis de, en même temps, faire état de bien identifier les besoins, d'objectiver les potentiels sur le territoire et du coup d'arriver à un schéma de principe, un schéma d'intention qui permet de, en gros, identifier les axes structurants, reliant les principaux pôles générateurs du territoire qui pourraient se faire à vélo. Voilà en gros les actions enclenchées pour cette année. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'on va sortir du timing, mais voilà en gros les activités de l'agence sur 2020. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions sur l'agence Éco? Ok, bah écoutez, merci. Bonne soirée, Julien et François. Par contre, est-ce que je peux demander un petit service s'il vous plaît aux personnes? Est-ce que je peux demander un petit service s'il vous plaît aux... Est-ce que vous avez possibilité de couper votre micro s'il vous plaît? Parce qu'en fait, quand nous on parle ici, ça passe par votre intermédiaire et ça revient chez nous. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Tu peux juste regarder qu'il n'y ait personne d'autre qui soit en attente, s'il te plaît. C'est bon? C'est ce qu'on voulait voir. Voilà. Ok, et puis on reprend le fil, on va prendre le film. Donc, le film. Tu sais, sur le PCAVT. PCAVT, c'est aussi. On avait dit quoi? Si. Oui, on avait dit qu'on faisait ici. Allez. Le réchauffement climatique de notre planète ne fait aujourd'hui plus débat.
Il est provoqué par l'augmentation des gaz à effet de serre générés par les activités humaines. Les effets de son réchauffement sont nombreux et déjà bien présents. Les politiques publiques, internationales, européennes et nationales, intègrent désormais les enjeux climatiques. Le rôle des territoires est primordial. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, 70% des actions à mener pour mettre en œuvre la transition écologique relèvent ainsi de l'échelle locale. Je ne sais pas si les autres voient le film, mais moi, j'ai rien. Le capital nature et à l'économie si diversifiée est donc bel et bien directement concerné. Depuis 50 ans, sur les communes d'Arlisère, les données chiffrées montrent une augmentation de la température, une diminution de l'enneigement annuel avec une remontée de la limite pluie-neige de près de 200 mètres et une diminution du nombre de jours de gel, une baisse du débit moyen des cours d'eau. Et d'autres encore. Développement des ravageurs, tels que le scolyte de l'épicéa, d'espèces invasives, phénomènes météo exceptionnels. Ces 2 petits degrés en plus affectent notre quotidien. Canicule, phénomènes météorologiques exceptionnels, manque d'eau, dégradation de la qualité de l'air et modification de la faune et de la flore. Les enjeux de ce réchauffement pour le territoire arlisère sont nombreux et touchent non seulement l'environnement, la qualité de vie et la santé humaine, mais aussi toutes nos filières économiques. Ici comme partout, il nous faut agir pour limiter le réchauffement et nous y adapter. À l'horizon 2030, la France a pour objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre, de 20% sa consommation énergétique, qui devra être constituée à 32% d'énergie renouvelable. Pour répondre à ces objectifs nationaux, Arlisère, de par sa taille, a l'obligation de mettre en place un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale. Les études menées par Arlisère dans ce cadre ont établi des objectifs adaptés à la situation et au potentiel de notre territoire. Ainsi, à l'horizon 2030, nous devrons collectivement réduire la consommation énergétique de 24%, multiplier par 3 la production des énergies renouvelables, diminuer les gaz à effet de serre de 26%, réduire les émissions de polluants atmosphériques et adapter notre territoire aux effets du changement climatique. Pour notre PCAET, une 50aine d'actions réparties en 4 axes ont été proposées. Les voici en résumé. Avec une politique d'achat public éco-responsable, en diminuant les consommations énergétiques des bâtiments publics et en les dotant d'énergie renouvelable, un développement des solutions alternatives à la voiture individuelle, télétravail, covoiturage, vélo, une adaptation des documents d'urbanisme. Les dispositifs d'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique, accompagner les acteurs économiques dans la réduction de leur consommation énergétique, favoriser une mobilité plus durable, aménagement cyclable, plan de déplacement inter-entreprises, transport en commun, sensibiliser tous les publics aux économies d'énergie, en commençant par nos enfants. Ce plan nous engage concrètement dans le développement massif du solaire photovoltaïque et thermique, pour la structuration de l'offre bois-énergie, pour travailler sur les énergies peu développées comme la géothermie et l'éolien, pour faire adapter les capacités des réseaux d'énergie à nos objectifs de production. C'est la gestion de la ressource en eau disponible sur le territoire, l'adaptation du secteur du tourisme, la résilience des systèmes agricoles, l'adaptation de l'urbanisme, la réduction des déchets, le réemploi, le compostage, le recyclage et la préservation, la connaissance et la promotion de notre patrimoine naturel. Tous les domaines de compétences de l'agglomération sont concernés et les élus de l'exécutif souhaitent que chaque action soit passée au filtre du PCAET avant d'être engagée.
Bien sûr, à l'Isère, les communes, les acteurs socio-économiques ont déjà mené de nombreuses réalisations en ce sens, depuis de nombreuses années. Nous devons poursuivre les efforts, aller plus loin, plus vite. Chaque commission opérationnelle va finaliser les actions relevant de son domaine. D'ici décembre 2020, le Conseil communautaire devra approuver le plan climat à l'Isère, qui sera soumis au préfet de région, puis à enquête publique. Ensuite, les commissions opérationnelles seront chargées de mettre en œuvre les actions programmées en lien avec les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés. Le PCAET doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation précis à 3 et 6 ans, et les résultats devront être renseignés sur la plateforme nationale des PCAET. L'Isère dirige la capitale nature et paysages exceptionnels à préserver et à valoriser. Agissons et mobilisons le plus largement possible l'ensemble des forces vives de notre territoire. Est-ce qu'on parle des fiches? Oui. Ok. Donc, dans le cadre du PCAET, en complément de la projection qui vient d'être faite, je vous ai transmis les dernières fiches mises à jour. Donc, je reste bien évidemment à votre disposition et dans le cadre des prochaines commissions, on sera amené bien évidemment à travailler sur ces fiches et compléter. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques sur le PCAET? Ok. Alors, je vous propose qu'on reprenne le fil de la commission. Voilà. Donc, on en était après le PCAET. Donc, voilà. Hop. Ok. Donc, par rapport aux navettes nature, on en a discuté lors de la dernière commission et je vous ai transmis les différents éléments de compte rendu et autres. Par contre, voilà. Donc, juste pour repréciser les choses, concernant ces navettes nature, on était jusqu'à présent sur le secteur du Beaufortin. C'est-à-dire qu'en fait, la CCB à l'époque avait mis en place des navettes, et quand il y a eu la fusion des quatre communautés de communes, l'Isère avait repris ces navettes. Donc, le Beaufortin, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils ont mis en place un certain nombre d'orientations et de navettes. Et l'année dernière, on s'est aperçu avec nos collègues du tourisme qu'il serait intéressant de travailler également dans le secteur du Val d'Arly, puisqu'il y avait une complémentarité, le secteur des saisies pouvant faire la jonction entre les deux secteurs. Donc, par rapport à ça, il était calé qu'on pouvait travailler avec un certain nombre de partenaires. Donc, on a la SPF des saisies. Et quand on a présenté en bureau le bilan des navettes, on nous a alerté sur le fait de dire que c'était bien parce qu'il y avait déjà des certain nombre de choses qui s'étaient mises en œuvre et globalement, ces navettes étaient très fréquentées. Mais simplement, on pouvait aussi se poser la question de savoir si c'était suffisant. En ce sens où on a des navettes dans le secteur du Beaufortin, dans le secteur du Val d'Arly, je parle DVP uniquement, mais quid des autres secteurs. Donc par rapport à ça, ce que l'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos collègues du tourisme de pouvoir nous faire un état des lieux de ce qui potentiellement pouvait être intéressant. Et par rapport à ça, je vais vous faire un petit peu de lecture. Donc les points qui ont été recensés par mes collègues du tourisme, alors ces éléments ne sont pas validés. Globalement, ce n'est qu'un travail de technicien. Et l'orientation, c'est qu'on puisse justement discuter, voir concrètement ce qui peut être mis en place. Vous verrez, alors, ces éléments, il n'y a rien de confidentiel, mais
On va plutôt passer du temps à vous les expliciter et puis on verra concrètement comment on met les choses en œuvre par la suite. Le premier point qui a été évoqué par les collègues du tourisme, c'est le secteur de Conflans. Parce qu'on est effectivement sur un secteur très touristique qui attire énormément de touristes. Et à titre personnel, quand j'ai des amis qui viennent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va venir, on vous emmener et on visite Conflans. Cependant, par rapport à Conflans, il y a quelques années, au niveau, à l'époque de Coral, on avait mis des navettes, c'est-à-dire globalement, notamment le samedi et le dimanche, et malheureusement, on a fait un flop. Même moi, j'étais un fervent partisan de mettre en place ces navettes pour desservir le secteur de Conflans, et j'y croyais. Et je peux vous assurer, hormis dire que c'était un flop, on peut dire vraiment rien d'autre. On a été des situations où un samedi, il y a eu 3 personnes de transportées. Donc autant dire personne, quasiment personne. Et dans la continuité, la commune d'Albertville a mis également un train touristique. Et selon les éléments qui m'ont été remontés par mes collègues, pareil, ça n'a pas été un franc succès. Donc même si on aurait tendance à dire qu'intuitivement, on a l'intime conviction que le secteur de Conflans serait intéressant de desservir, on s'aperçoit que malheureusement, par rapport à ce qui a déjà été testé, malheureusement, ça n'a pas été très performant ou très opérant. Donc par rapport à ça, avant de réfléchir à desservir le secteur de Conflans, je pense qu'il y a autre chose à réfléchir. Et il y a peut-être aussi avoir une offre peut-être plus conséquente à définir au niveau de Conflans pour essayer d'attirer un maximum de touristes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point, ce sont les plans d'eau. Alors les plans d'eau, ils sont multiples sur le territoire. Je ne parle pas de la piscine de Beaufort, je ne parle pas de la piscine du Gine, je parle vraiment des plans d'eau puisqu'on est sur la période estivale. Donc on est essentiellement sur le secteur de Grignon. Il y a Sainte-Hélène, Montailleur avec le One Park, et éventuellement Grésy. Alors, par rapport à ça, juste pour information, pareil, il y a pas mal d'années, au niveau de Coral, nous avions essayé de desservir le plan d'eau de Grignon durant l'été. Et franchement, pareil, alors, moins catastrophique que le secteur de Conflans, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de public. C'est-à-dire que globalement, malgré le fait qu'on déposait les personnes vraiment devant le plan d'eau, ça n'a pas été très efficient. Donc, on aura quand même quelques questions à se poser. Et dans le secteur de Sainte-Hélène et Montailleur et Grésy, on est assez éloigné. Et par rapport à ça, la difficulté, c'est pas parce qu'on dessert un endroit que globalement on répond à des besoins et des attentes. Je m'explique. Hormis le fait de pouvoir partir d'Albertville, on va être un petit peu coincé. Parce qu'imaginez de rabattre un certain nombre de personnes sur Albertville pour ensuite desservir ces plans d'eau, ça veut dire qu'il faudrait qu'on rayonne de partout, ce qui est relativement impossible. Donc le problème, c'est qu'une fois que la personne est arrivée à Albertville, ça veut dire qu'elle a certainement pris un véhicule au préalable, et qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle a pris son véhicule, on va dire aller faire Sevin à Albertville. Une fois qu'elle est à Albertville, elle fait directement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, simplement je me permets d'alerter sur le fait que les choses sont malheureusement jamais aussi simples dans les transports que ce que l'on peut envisager. Donc pour l'instant, il faut qu'on travaille peut-être un petit peu les choses et voir ce qui concrètement pourrait être mis en place, en sachant que pour l'instant, on n'a pas non plus pris attache avec les acteurs touristiques. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du One Park, on n'est pas allé les rencontrer pour savoir s'il y avait une opportunité, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au One Park ou d'avoir des personnes de votre famille qui y vont. Concrètement, c'est blindé de voitures, il n'y a aucune possibilité de se garer. Après, la difficulté, c'est que, imaginons qu'on dise, pour réduire le nombre de voitures, on met un véhicule 50 places, ça veut dire que d'un seul coup, vous avez 50 personnes. Est-ce que le One Park sera en capacité d'absorber ces 50 personnes? C'est ça. On peut imaginer que ce sont les gens qui prenaient leur voiture qui vont dans le bus. Alors, donc, ouais, sauf que, imaginons, allez, on va dire qu'en général, dans une voiture, on est 2 ou 3. Je sais pas, ouais. On est 2 ou 3 dans une voiture. Je vais être un peu pessimiste, on dit 2. Ça veut dire que globalement, il y a potentiellement 25 voitures en moins. Oui. Donc, ça veut dire que si on fait des rotations, est-ce qu'on fait des rotations toutes les heures, toutes les demi-heures? Voilà. Donc, pareil, c'est quelque chose qui se construit, bien évidemment. Et ça veut dire aussi qu'il y a certainement des gens qui iront au One Park en bus qui n'allaient pas auparavant en voiture. Ouais, oui, aussi, oui, tout à fait. C'est possible aussi, tout à fait.
On peut imaginer qu'il y a des jeunes d'Albertville qui n'avaient pas de moyens de locomotion pour aller jusqu'au Home Park et qui vont prendre le bus pour y aller. Donc, les deux. Jusqu'à Grésy après. Hein. Alors après, justement, c'était un petit peu le point d'orgue que je voulais mettre en exergue, c'est-à-dire que globalement, est-ce que le One Park sera en capacité d'accueillir à l'heure, parce que quand vous arrivez tous en même temps, après il faut louer les appareils et tout. Et moi je sais que quand, si je peux me permettre, quand j'emmène mon fils avec ses copains, quand ils arrivent tous à 2-3 voitures, quand on arrive tous à 2-3 voitures en même temps, on fait la queue après pour louer le matériel et c'est vrai que voilà. Par contre c'est une super idée. On va se faire rencontrer. Mais je pense qu'il faut aller voir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est un petit peu ce que mes collègues et moi-même avons pressenti, c'est-à-dire que le fait d'augmenter d'un seul coup la capacité de transport au niveau du One Park, est-ce que ça ne risque pas de les congestionner et de faire en sorte qu'ils ne soient pas en capacité de répondre? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choses à voir. Est-ce qu'il faut le faire pendant les heures de pointe? Et là, par Internet, à mettre en place, je pense que ça et des horaires de… Le problème du One Park, c'est que si vous êtes un nombre inférieur, je crois, à 10, il n'y a pas de réservation possible. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a une rotation suffisante. La difficulté, c'est que quand d'un seul coup vous amenez 50 personnes, là, ça remet en cause complètement le modèle. Mais je vous dis bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Simplement, mon rôle de technicien, c'est de dire, voilà, les différentes hypothèses, avantages, inconvénients. Et en fonction de ces avantages, inconvénients, vous, élus, vous décidez. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, Stéphane, mais les navettes nature sont gratuites. Hein. Alors, ça, c'est des choses qu'on avait évoquées la dernière commission. Du coup, je ne suis pas forcément revenu dessus. Le dernier secteur que mes collègues ont identifié, c'est Tanier. Oui, je vais vous en parler, moi. On n'oublie pas. Parce qu'ils le font du côté de la Haute-Savoie, si je peux me permettre. Tout à fait, c'est exact. Et c'est vrai que j'étais venue avec moi. Alain Zocolone. Donc, par rapport à Tanier, c'est pareil. Il y a à la fois le fort, mais il y a aussi toutes les activités autour. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse la fin de l'année et que si jamais vous avez des propositions complémentaires à faire, vous puissiez me les remonter. Et à partir de jusqu'à fin décembre, et lors d'une prochaine commission, on réexaminera ces différents points, en sachant que mes collègues du volet tourisme travaillent sur la question de façon à compléter un petit peu les différents aspects que j'ai pu évoquer. Est-ce que sur cette question, vous avez des questions, des remarques? Pour Tanier, par exemple, est-ce qu'il y a une piste VTT, par exemple, un retour? Alors, de donner de l'intérêt à la ligne. Ouais, dans les différents aspects, effectivement, le secteur Tanier pourrait être concerné par la pratique du vélo. Tout à fait. Ouais. Après, il n'y a pas réellement une vraie piste de VTT comme Bizane, quoi. Bizane, tu peux revenir jusqu'ici. Alors, le point fort, si je peux me permettre, c'est que l'entrée du fort est gratuite maintenant. D'accord. Il n'y a que l'acrobranche qui est payant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui montent déjà pour point de vue historique. De toute façon, c'est vrai que depuis que le fort est gratuit, il y a vraiment du monde. Après, c'est des navettes nature, elles ne sont pas forcément typées VTT, j'imagine. Non, mais c'est vrai que ça peut amener du monde pour un intérêt. Il y aura de choses. Oui, bien sûr. Parce que dans ce optique-là, je me dis que la ligne nature donc sur le Beaufortin, donc ça dessert déjà le lac de Saint-Guérin, mais d'accord, ça monte jusqu'à Roseland. Non. Ah non. Pas Roseland. À Roseland, et les saisies. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un arrêt, par exemple, parce qu'on a aussi le plan d'eau de Cage, le plan d'eau de Marco? Oui, il y a des arrêts pour l'eau. Oui. Non, mais si on montait à Tanier, c'est vrai qu'il y aurait peut-être un arrêt Mercury, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Hein. Il y a un fort. Je pense qu'une des clés du succès de ce genre de service, c'est la distance. Apparemment, ça fonctionnait bien quand ça existait dans le Beaufortin. Ça fonctionnait moins bien, beaucoup moins bien, voire pas du tout, quand ça a été mis en place sur Conflans. Mais c'est simplement que les gens, quand ils doivent prendre leur voiture pour venir prendre le bus à Albertville pour aller à Conflans, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Ils vont à Conflans directement.
Venir à Sainte-Hélène, ou à Grignon, ce sera la même problématique. La voiture, une fois qu'ils vont jusqu'à Albertville pour prendre le bus, ils vont à Grignon, ils ont aussi vite fait. Le Beaufortin, ça marche bien parce que c'est éloigné. Est-ce que ça fonctionnera sur Tamier? C'est une distance intermédiaire? Pas certain. Alors, de toute façon, là, pour l'instant, on est dans une phase où on peut se faire, entre guillemets, plaisir, c'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Il y a un moment, j'arriverai avec des chiffrages, et c'est aussi ces chiffrages qui définiront la politique globale. Bien sûr. Et puis après, rien n'empêche de faire un essai sur une année, sur 2 mois, quoi. Hein. C'est 2 mois, en fait, hein, Fort-Tamier, c'est début juin, fin septembre, 4 mois. Oui, mais nous, on est sûr, c'est ça, c'est le festival. C'est le 1er juillet, 31 août. Hein. Non, mais c'est intéressant. Évidemment, il y a aussi des mondes qui n'ont pas fait de monde. Donc, on part sur le principe jusqu'à fin décembre pour faire remonter vos remarques éventuelles, propositions éventuelles pour un examen. Ok. Oui, j'ai juste une question qui peut-être a déjà été abordée dans vos discussions préalables. On parle de Conflans, oui, la remarque est pertinente de Sébastien qui dit une voiture qui vient de l'extérieur pour se poser à Albertville et monter à Conflans, elle ne va pas prendre le bus, c'est évident. Par rapport à des sites comme Tamier, ça me paraît pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais la première question qui me vient, c'est est-ce qu'on met tous les atouts de notre côté concernant la communication de ces lignes? C'est quand même des lignes qui sont un peu marginales. Est-ce qu'on met des outils spéciaux de communication pour ces lignes qui ne sont pas tout à fait, on va dire, dans ce qu'on voit tous les jours? Alors, celle existante ou celle qu'on envisage de mettre en œuvre? L'ensemble. Celle que vous envisagez de mettre en œuvre. Est-ce que vous avez un plan de communication là-dessus adapté à ces nouvelles lignes? Alors, absolument pas, parce que pour l'instant, on est juste en phase de recensement des secteurs qu'il faudrait éventuellement desservir. Et pour l'instant, on en est loin. C'est-à-dire que même très honnêtement, en 2021, je ne pense pas qu'on sera en capacité de répondre correctement à la desserte de ces secteurs. C'est-à-dire que là, moi, je considère que l'année 2020 est finie. Le temps qu'on se mette autour de la table, qu'on définisse de façon précise les secteurs que l'on veut desservir, que l'on puisse définir le nombre de rotations par jour, les horaires, que l'on puisse faire un premier chiffrage, que vous puissiez vous positionner et qu'ensuite on lance une consultation pour mettre en œuvre, je vous assure que techniquement, c'est infaisable de prévoir ça en 2021. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de temps devant nous, et tant mieux, parce que ça permettra d'éviter de travailler dans l'urgence. Donc pour l'instant, effectivement, la communication n'est absolument pas identifiée ou examinée, puisque à ce jour, on n'a pas encore arrêté de façon précise quelles pourraient être les actions mises en œuvre pour les navettes nature, hormis Beaufortin et Val-Marly. Alors après, je rajouterais, c'est vrai que c'est une excellente question, parce que même pour l'existant, l'agglo communique de partout, mais malheureusement, je ne suis pas sûr que l'ensemble des potentiels usagers le sachent, connaissent cette gratuité ou même l'existence de navettes nature. Donc peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu de brainstorming. Mais il y a peut-être des choses innovantes sur la communication. Mais vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous. Et la fréquence de ces navettes aujourd'hui, c'est quotidien, c'est hebdomadaire? Comment ça fonctionne? Les navettes nature, hein, faut pas... Les navettes nature. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Attention, les navettes nature, je rappelle, elles ne fonctionnent que pendant la période des vacances estivales. Donc globalement, c'est début juillet, fin août. Elles fonctionnent effectivement tous les jours, du lundi au dimanche. Et par rapport à ça, normalement, dans le dernier compte-rendu, je pense qu'on avait dû mettre un certain nombre d'éléments, mais on peut les remettre si nécessaire. Et donc, elles sont principalement dédiées au tourisme et aux touristes qui veulent visiter le territoire. Oui, ça. Tout à fait. Alors, je lance une idée en l'air, mais est-ce que ce serait pas intéressant de monter un projet où il y a un planning, c'est-à-dire le lundi, on va à Tamier, le mardi, on va au Wampark, le mercredi, on va dans le Beaufortin, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai le planning sous les yeux, là. J'ai pas.
Je l'ai sous les yeux. Non, c'est tous les jours à destination d'Arèche, à destination des saisies. C'est souvent le matin, le soir, puis la pause méridienne. Ça permet de partir le matin, de revenir le soir, ou partir à midi, de revenir le soir, ou voilà. D'accord, mais on ne peut pas imaginer un planning qui permette de visiter l'ensemble du territoire tout. Alors, en fait, on peut sur une semaine, par exemple. Hormis les navettes du Beaufortin, puisqu'elles sont pérennisées, ça c'est une décision de la collectivité, et éventuellement le Val d'Arly, puisqu'on doit relancer la consultation. Pour les autres secteurs, étant donné que rien n'existe, on peut tout envisager. Voilà. Et justement, la commission sera amenée à se positionner ou voir ce qu'il en est. Est-ce que sur cette question, sur ce point, vous avez d'autres questions? Je vous propose qu'on avance. Ok, donc tout bon portant. Alors, recensement des navettes hiver. Donc, un peu sur le même principe, c'est-à-dire que au niveau d'Arlisère, on a donc la compétence mobilité. Et par rapport à ça, on a un certain nombre de structures qui peuvent être les remontées, qui peuvent être les communes, ainsi de suite, qui mettent également de leur côté, notamment à la période hivernale, un certain nombre de navettes. Donc, ce que l'on fait dans le service depuis maintenant 2 ans, c'est qu'on demande à tous ces partenaires de bien vouloir nous remonter l'ensemble des navettes qui existent, ce qui permet de pouvoir les identifier sur notre site et que les usagers prennent l'habitude, quand ils veulent se déplacer, ils ont la possibilité sur le nouveau site qu'on a mis en œuvre, donc TRA Mobilité, j'y reviens tout à l'heure par rapport à la communication, ils puissent avoir l'exhaustivité de l'information. Donc cette année, malheureusement, vu le contexte, voilà, et le fait que les remontées mécaniques ne soient pas ouvertes, malheureusement, sur une situation où je ne suis pas persuadé que les remontées et les collectivités vont mettre en place des navettes. Mais voilà, donc sachez que ça existe et qu'on le dynamise de façon à être exhaustif dans l'information que l'on souhaite diffuser à la population. Et juste un point de détail, on travaille aussi avec certaines stations, notamment celle d'Arèche, faire en sorte que les personnes, quand elles veulent prendre un forfait de ski, on puisse faire en sorte que, entre guillemets, le transport soit gratuit. C'est que globalement, une personne achète, alors après, les canaux sont à définir, mais ça, c'est ce que l'on fait déjà, achète un produit, entre guillemets, intégré, forfait de ski transport, et globalement, le forfait de ski, c'est le prix, je veux dire, le transport est gratuit, pour faire simple. Voilà. Ça, on pourrait l'envisager aussi de la même manière avec les saisies, enfin, je ne sais pas, oui, avec les autres stations, parce que ça, c'est, ou même par exemple pour le ski de fond, si cet hiver, on est dans l'optique de développer plus le ski de fond qu'autre chose, le ski de randonnée étant déjà bien développé, voilà, des gens qui veulent aller au ski de fond, qui ne veulent pas forcément aux saisies ou dans la plaine à Beaufort, ça pourrait être aussi cumuler forfait. Ouais, le seul souci par rapport aux saisies, comme on a eu l'occasion de l'évoquer lors de la précédente commission, les navettes qui desservent, qui sont d'Arlisère, qui desservent, en fait, on a encore un marché jusqu'en septembre 2021. Et malheureusement, jusqu'à cette date, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et effectivement, quand on aura la possibilité, donc j'aurais tendance à dire même, on pourra travailler avec les collègues des saisies, dès qu'on pourra, on le fera, parce qu'effectivement, c'est l'objectif de caler ça et de faire en sorte que ça soit dynamique et qu'on puisse desservir l'ensemble des stations avec lesquelles on peut travailler. Si je peux me permettre, bonsoir, pour Crévolant, ce serait bien aussi à cette occasion d'essayer de revoir les problèmes d'horaire, parce que je crois que nous avons une navette qui arrive à 11h30 le matin, ce qui ne correspond pas à la période de ski et à la période de fréquentation du domaine skiable. Alors, on en a bien conscience. Malheureusement, comme je le spécifie, il n'y a que tout le secteur du Val d'Arly. Le département, quand il a lancé les marchés, c'était des DSP. Et le prestataire, pour ne pas le citer, les autocars forts, malgré le fait qu'on lui ait proposé, n'a pas souhaité remettre en cause le fonctionnement de cette DSP. Donc, jusqu'en septembre 2021, malheureusement, on n'a pas possibilité de changer les choses. J'avais bien compris, mais je pense qu'effectivement, il faudra se pencher sur la question à ce moment-là.
Ok. De toute façon, de ce point de vue-là, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'en 2021, la Commission puisse justement travailler sur cette question avec Transdev, puisque ces livres vont être récupérés par Transdev. Et si vous avez des propositions, un certain nombre de choses à voir, n'hésitez pas à transmettre les éléments, qu'on puisse dès à présent travailler avec le délégataire. Ok, merci. J'ai commencé à évoquer l'évolution du site. Donc, on en avait parlé également dans la dernière commission, mais là, j'ai des éléments un peu plus visuels à vous présenter. Donc, on était dans un premier temps sur un site purement transport. Et vis-à-vis de ça, on y rajoute toutes les thématiques complémentaires à la mobilité. C'est-à-dire que, globalement, vous allez avoir l'ensemble des lignes urbaines qui apparaissent. Et juste à côté, vous avez le rond que vous avez à l'écran avec toutes les modes alternatifs à la voiture individuelle et donc également alternatifs au transport. Donc, vous avez, on a fait ça sous forme de roue, c'est relativement facile et puis l'avantage c'est que ça permet de mettre plusieurs onglets et vous voyez que vous avez par exemple le vélo, l'autostop, le transport solidaire, vous avez l'autopartage, les taxis, les navettes nature, ainsi de suite. Donc là, le site est en cours de modification et j'espère que dans le début de l'année 2021, je pourrai vous présenter une version quasi définitive. En sachant qu'à chaque fois qu'on se déplace, bien évidemment, sur les onglets, ça permet de faire sortir. Et par exemple, sur un onglet, vous pouvez avoir 3 composantes. Par exemple, sur le covoiturage, il peut y avoir plusieurs aspects. Donc ça, pour l'instant, c'est pas sur le site. Non, non, non. Alors, je ne dis pas que c'est en primeur, mais… la LOB, alors je vais souvent parler, j'essaie la plupart du temps que je fais appel à des acronymes ou des points avec des cibles, j'essaie de les expliquer. La LOB, je vais vous en parler jusqu'à ce que la commission s'arrête, puisque globalement, la LOB, c'est la loi d'orientation des mobilités, et c'est la loi de 2019 qui a profondément refondu toutes les questions liées à la mobilité. Et vis-à-vis de ça, donc, nous allons, dans les années qui viennent, énormément travailler par rapport à ce point. La norme prévoit qu'on a l'obligation de mettre en place un comité des partenaires. Alors, la loi impose qu'on mette en place un comité, par contre, elle ne dit pas de quoi et comment se compose ce comité. Elle dit juste que le comité, globalement, c'est une instance calée, mais qui a un pouvoir, entre guillemets, juste, on va dire facultatif, mais consultatif, voilà, consultatif. Donc le comité regroupe on va dire, certaines forces vives d'un territoire, et ce comité est sollicité de façon à pouvoir donner un avis, qui n'est bien qu'un avis consultatif, mais donne un avis sur les grandes orientations liées à la mobilité sur le territoire concerné. Donc ce comité, il a été proposé, excusez-moi, je m'étouffe, il a été proposé de rattacher directement à la commission. C'est-à-dire qu'à minima, une fois par an, on fera une grande réunion avec les membres de la commission, mais également avec le comité, ce qui permettra de rencontrer ces personnes et de pouvoir échanger, d'expliciter comment les choses s'organisent, pourquoi, comment, dans quel cadre, est-ce qu'il y a des attentes particulières. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire appel à un certain nombre de partenaires et de personnes. Par rapport à ce fonctionnement, ce que l'on a évoqué, et vous serez amené à le valider lors du prochain conseil, on a proposé à ce qu'il y ait, entre guillemets, des collèges. Donc, on aurait un collège qui serait employeur privé, un collège employeur public, association d'usagers, structure d'insertion, collectivité et personnes qualifiées. Donc, par rapport à ça, l'avantage, c'est qu'on est sur un dispositif qui est très, très souple. Donc, il y a une proposition de création de ce comité, la loi nous l'impose, une proposition de règlement intérieur. Globalement, le règlement intérieur dit qu'on a un certain nombre de structures, je vais lister ici, que l'on souhaite convier, mais que globalement, on est ouvert à toute proposition, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas un formalisme en disant « non, vous n'êtes pas dans le comité, on ne vous veut pas ». L'objectif, au contraire, c'est de pouvoir échanger. Il y a un nombre
Pas spécialement. Non, Après, plus on est, moins on avance. En général. Il va falloir demander à chacun peut-être d'avoir un représentant, s'organiser, pour apporter leur parole. Alors, en fait, dans les différents collèges qu'on a évoqués, les propositions qui seront faites pour le prochain conseil, ça serait en tant qu'employeur privé, c'est UJTEC. Alors pourquoi? Parce que UJTEC, c'est un des plus gros employeurs de la région. Et on a déjà mis un certain nombre d'actions avec eux, ils sont relativement moteurs sur la thématique de mobilité. En tant qu'employeur public, l'hôpital, pareil, on est sur un des plus gros employeurs du territoire. Et jusqu'à présent, on va leur proposer un certain nombre de choses. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent être concrètement associés à la réflexion. En tant qu'association d'usagers, nous avons l'association Roue Libre, qui milite pour la promotion du vélo. En structure d'insertion, on proposait la mission locale jeune. En tant que collectivité, il y aurait la mairie d'Albertville, la région et le département. Et en tant que personne qualifiée, l'agence écomobilité, c'est la structure, la SPL, avec laquelle on a échangé tout à l'heure, puisque la SPL nous accompagnant sur la quasi-majorité des opérations que l'on mène sur la mobilité. Voilà, donc la liste, on est bien d'accord, hein, la liste n'est pas exhaustive. Au fur et à mesure de l'avancée du travail du comité, des partenaires, on aura la possibilité d'associer un certain nombre de structures ou de personnes, et on veut vraiment un fonctionnement souple, de façon à ne pas être dans un carcan, et ce comité est rattaché à la commission. Pour l'instant, donc il y a une seule association d'usagers. Pour l'instant, oui. Ah, vous avez bien compris, le but, ce n'est pas d'alourdir les choses, c'est d'avancer. Donc, il ne faut pas qu'on en mette trop non plus, il faut que ça soit représentatif. À la limite, une association d'usagers, je ne sais pas, de l'Arly peut très bien se rapprocher de Roue Libre, et qu'on travaille aussi un peu comme ça. Alors, on pense aussi peut-être à des principaux, des proviseurs de lycée, parce qu'il faut quelqu'un de l'éducation nationale. Il faut aussi demander l'éducation nationale. On pensait peut-être à un collectif, je pense aux jeunes dirigeants d'entreprise, parce qu'on a parlé digitalisé tout à l'heure. On aura peut-être des responsables d'associations qui peuvent utiliser ces bus comme le Club Alpin ou Ski Montagne, etc. Mais il faut être représentatif dans chaque secteur, mais pas avoir les mêmes dans chaque secteur. Je m'aperçois que malheureusement, ce n'est pas, par rapport à la proposition, ce n'est effectivement pas la dernière mouture qui a été proposée, puisqu'on avait également, dans le cadre de ces différents partenaires et employeurs publics, on avait le Collège de la Tombe de Savoie. C'est pour ça que je tu as bien fait, merci. On avait donc une association qui est Ski Montagne, et puis les jeunes dirigeants d'entreprise. Mais si on a fait des oublis, s'il y a des trous dans la raquette, pas la même chose, hein, on y a fait, on prend, hein, si vous pensez, mais surtout pas la même chose. On a déjà un jeune dirigeant, donc c'est pas la peine de retrouver d'autres jeunes dirigeants de notre association. Ou alors qu'on s'organise. Ils s'organisent entre eux. Voilà, mais on a déjà quelqu'un de l'éducation nationale, c'est pas la peine de reprendre un autre proviseur d'ailleurs. C'est les mêmes problématiques. Mais par contre, il se peut qu'on ait oublié quelque chose, il faut nous le dire. En sachant que les structures qui sont listées ici n'ont pas encore été sollicitées, puisque l'objectif, c'est d'abord qu'on travaille sur la compétition. On les sollicitera, puis on verra si elles veulent participer ou pas. Ils sont candidats. Après, c'est vrai que là, c'est tout, enfin, je pense que c'est tous les gens plutôt territoire urbain ou montagne, mais il n'y en a aucun du Val d'Arly. Et c'est vrai que c'est quand même, on a beau dire que c'est les mêmes problématiques, mais les problématiques qu'on aura au collège en bas, ce ne sera pas les mêmes qu'au collège de Beaufort. Alors, pourquoi on a écrit le collège de la Couche? Oui, pour rien vous cacher, on travaille avec le collège de la Couche pour des problèmes de sécurité dans les bus, dans les transports. Et c'est comme ça qu'il faudrait peut-être enrichir les débats. C'est comme ça qu'on est. Effectivement, nous, on n'est pas fermés. Hein. Il ne faut pas simplement qu'on soit 30 là, c'est tout. Ah non. Voilà, sinon, les fichus. Ok, je vous propose qu'on passe au volet communication. Donc, chaque année, dans le cadre de la délégation de services publics, chaque année, on demande à Transdev de nous faire parvenir un plan d'action. Jusqu'à présent, on était resté, Transdev transmettait des éléments très liés à la promotion du bus. Normal, Transdev, c'est son cœur de métier. Simplement, on s'est aperçu qu'on manquait un certain nombre de choses et que concrètement, il était plutôt, qu'il était préférable d'avoir une vision beaucoup plus large. Dans le cadre de cette vision plus large, notamment, peuvent être évoqués un certain nombre d'aspects, comme
le challenge mobilité. Alors, je rappelle vite, le challenge mobilité, c'est une action qui est menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'un jour dans l'année, la plupart du temps, c'est plutôt au mois de juin, un jour dans l'année, il est demandé, proposé aux salariés de venir autrement qu'en voiture individuelle. Et donc, ce jour-là, il y a un effort qui est fait, ou pas d'ailleurs, par les salariés. Il faut juste que la structure porteuse, entre guillemets, s'inscrive sur le site de la région. Et il y a une sorte de petit concours qui est fait. Je ne vous cache pas que cette année, on a un lauréat, c'est la mission locale jeune. Voilà, donc on fera en sorte de les féliciter par rapport à ça. Et donc, lors du challenge mobilité, l'objectif, c'est de montrer aux salariés qu'il est possible de venir au travail autrement qu'avec sa voiture tout seul. Ça peut être le covoiturage, ça peut être les transports en commun, ça peut être le stop, ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et ça permet de tisser aussi un certain nombre de liens entre les salariés. Et c'est relativement convivial et c'est toujours intéressant. On a ensuite la semaine européenne de la mobilité. Les dates sont intangibles, c'est-à-dire que depuis la création, c'est toujours du 16 au 22 septembre. Donc il y a des années que ça commence un jeudi, d'autres un mardi, ainsi de suite. Mais l'avantage, c'est que les dates étant fixes, ça permet de se préparer, de travailler un certain nombre de choses. Donc sur la semaine de la mobilité, on a travaillé avec Transdev. Et par rapport à ça, l'année dernière, ils avaient déjà fait un certain nombre d'opérations promotionnelles où les gens qui s'inscrivaient durant cette période avaient des rabais par rapport à tout ce qui était abonnement. Donc cette année, ils reconduisent les choses, bien évidemment. D'autres points, donc, on a la fête du vélo. La fête du vélo, il y a une date nationale, simplement, au niveau d'Arlisère, on s'adapte aussi en fonction du contexte. C'est-à-dire que cette année, malheureusement, il n'y a pas eu de fête du vélo. Et l'année dernière, on avait essayé de caler ça également à proximité de la fête de la musique. Pourquoi? Ça permet, d'un point de vue intendance, d'éviter que les services soient amenés à se déplacer 25 fois, par exemple, pour mettre du snow, ainsi de suite. Par rapport à ça, cette année, on voudrait faire en sorte de travailler avec le secteur du Beaufortain. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, le secteur d'Arlisère accueille des événements sportifs comme le Tour de France, le Dauphiné Libéré, et ainsi de suite. Et étant donné que dans le secteur du Beaufortain, on a le Tour de France qui est plus que partie prenante, on voudrait donc proposer cette année de travailler avec ce secteur et on voulait savoir si éventuellement on pouvait prendre la tâche avec quelqu'un à Beaufort pour travailler sur la thématique, sur la question. Voilà. Donc on a quelques propositions qui ont été faites. Jeudi, Transdev et moi nous montons à Beaufort, donc si éventuellement on a la possibilité d'en discuter, on ne va pas alourdir la réunion aujourd'hui, mais si on peut en discuter, ça serait relativement intéressant. On a quelques éléments à vous proposer. Donc la fête du vélo, on a également le grand bivouac, on a des G-classes. Donc sur ces éléments, vous n'avez pas l'exhaustivité des différents points. Par contre, sur le document qui est ici, alors pareil, il fait une trentaine de pages, il est relativement lourd. Par contre, vous avez un document synthétique qui reprend toutes les manifestations. Et sur chaque manifestation, sur chaque élément, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par Transdev par rapport au travail que l'on a fait. Donc ce travail a été fait en partenariat avec Transdev, l'agence Écomobilité, les services d'animation de la mairie d'Albertville, Decathlon, voilà pour ne citer que les principaux. Donc ce document sera bien évidemment joint au compte-rendu, et par rapport à ça, on sera amené au fil de la saison 2021 à en discuter pour justement compléter un certain nombre de points. Est-ce que sur ces éléments, vous avez des questions sur tout ce qui est communication? Je vous laisse passer, je sais que ce n'est pas très Covid, je suis désolé, mais je vous laisse passer les éléments et vous avez du gel hydroalcoolique. Voilà. Crache-toi dans les mains, oui. Moi, j'ai juste une petite question concernant la fête du vélo. Oui. Vous avez des propositions à faire, donc le secteur du Beaufortain qui aurait été retenu.
c'est bien de délocaliser. Quelle trame vous envisagez de proposer par rapport à cette fête du vélo? C'est-à-dire? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y aurait dans la journée? Vous avez des thèmes à proposer ou le Beaufortain sera libre de proposer lui-même, de mise en place lui-même des actions ou une action principale par rapport à cette journée ou à cette... Alors, en fait, on se met en phase. Au niveau du service, on est là pour impulser un certain nombre d'orientations à différents points. On est là pour coordonner l'ensemble des partenaires, mais on est surtout là pour être force de proposition. Mais ça n'empêche pas que rien n'est, hormis sur des choses réglementaires comme le comité des partenaires, il faut qu'on le montre point à la ligne, on ne nous laisse pas le choix. Autant sur tout ce qui est manifestation, l'objectif c'est toujours de co-construire. Alors, je vous explique brièvement. En fait, pourquoi le Beaufortain? Parce que dans le cadre des manifestations, normalement en 2020, on aurait déjà dû intervenir dans le secteur du Beaufortain. Le problème, c'est qu'avec le Covid, malheureusement, rien n'a pu se mettre en place. Et globalement, on avait déjà travaillé et c'est des choses qui étaient actées sur l'ancienne mandature. Donc c'est pour ça qu'on a repris différents éléments. Par contre, si je vous en parle, c'est que bien évidemment, l'orientation, c'est qu'on puisse échanger, cadrer et bien évidemment faire en sorte de tourner un petit peu. C'est-à-dire que cette année, on vous propose le Beaufortain, enfin Beaufort et le Beaufortain. L'année prochaine, peut-être que ça sera le Val-d'Arly, ou la Haute-Comte de Savoie, ou la Basse-Tarentaise, ou je ne sais pas. Voilà. Et l'orientation, c'est vraiment d'échanger, de pouvoir anticiper les choses pour faire son nombre d'orientation de propositions. Et par rapport à la fête du vélo spécifiquement, dans le document qu'on va vous transmettre, il y a quelques petites pistes de réflexion, mais on est bien évidemment à l'entière disposition et l'écoute des personnes pour réfléchir à ce que l'on peut compléter. Je peux peut-être dire ce qui avait été fait sur les précédentes journées. Alors, ce qui avait été fait, donc cette année, je le redis, en 2020, malheureusement, rien, parce que le contexte ne nous permettait pas. La seule fête du vélo relativement conséquente sur laquelle on a pu intervenir, c'était 2019. Donc, on avait fait en sorte de se retrouver à côté de l'Arpège. Ça permettait d'asseoir aussi l'existence d'Arlisère en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité. Donc, on était sur le parc, c'est Soutiras, c'est ça? Le parc Soutiras juste à côté, le sport Soutiras juste à côté de l'Arpège. Un certain nombre de stands étaient présents avec, de mémoire, il y avait Roue Libre, il y avait un certain nombre de structures, il y avait Sopodia, il y avait Decathlon, il y avait 2 ou 3 vendeurs de vélos, il y avait un jeu concours, il y avait également des navettes gratuites pour monter dans les secteurs du Beaufortain pour le VTT. Voilà concrètement, rapidement, ce qui avait été mis en place en 2019. Mais oui, comme tu dis, c'est co-construit, ça se bâtit avec vous. Hein. S'il vous plaît. Est-ce que cette manifestation, déjà demain, jeudi, la réunion à Beaufort, qui participe et à quel endroit, à quelle heure? Et est-ce que les scolaires sont associés à cette fête du vélo? Alors, est-ce que les scolaires peuvent être associés à cette fête du vélo? La question, je redis parce que malheureusement le micro n'est pas forcément très fort, donc la question était la réunion de jeudi, est-ce que sur Beaufort, est-ce qu'on va discuter? Donc, en fait, au départ, la réunion de jeudi sur Beaufort, c'est uniquement pour des questions d'arrêt. Voilà, donc c'est uniquement pour ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément convié qui que ce soit d'autre. Et je profitais de la commission de ce soir, de toute façon, à évoquer la question avec la commune de Beaufort, mais c'était plutôt avec le secteur du Beaufortain qu'il faudra qu'on retravaille. Donc, ça, pour l'instant, c'est à construire, à co-construire. Et après, sur tout ce qui est fait du vélo, l'objectif, ce sera de prendre en compte l'ensemble des propositions et automatiquement, le monde scolaire sera associé. Bien sûr, au contraire, bien au contraire. C'est important. Merci. Juste pour avoir bien compris, pardon. Juste pour avoir bien saisi, donc je reviens sur la fête du vélo. L'idée, c'est de chaque année de choisir, de localiser l'endroit où elle sera, on va dire, elle sera organisée
et tout par-delà, y compris s'il doit y avoir des antennes un peu plus haut, un peu plus bas? L'objectif, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la commission, on puisse être force de proposition de façon à pouvoir prendre attache avec d'autres partenaires pour mettre en œuvre des actions différentes. Donc, pour répondre à la question, oui. OK. Je vous propose de continuer. La liaison Albertville-Ugine. Ben là, j'ai laissé Jean-François parler parce que je pense qu'il est plus au fait des choses que moi. Juste en point de précision, il y a une signature qui est une convention qui est en cours de signature entre l'État, la région, le département, la SNCF, Ugitech et forcément Armisère sur la ligne SNCF entre Albertville et Ugine. Alors, dans un premier temps, uniquement sur la vocation fret de la ligne. Voilà. Cependant, étant donné que la ligne existe et que des sommes relativement conséquentes vont être mises sur la table pour faire en sorte de rénover cette ligne et la pérenniser, rien n'empêche de se projeter dans l'avenir et de réfléchir éventuellement à ce que pourrait devenir cette ligne. Voilà, tout à fait. Donc, on a demandé l'inscription, ça s'appelle le SRADET, c'est le schéma régional des transports. Donc, l'inscription de cette ligne Albertville-Ugine. Donc, d'abord le fret, puis après pour les voyageurs, avec une perspective, bien évidemment, d'aller plus loin qu'Albertville-Ugine, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Hein. Sans ça, le modèle économique ne tiendrait pas. C'est la première chose. Alors, c'est vrai qu'on est en réflexion. Et là, c'est pas forcément que nous ne sommes pas vraiment uniquement les décideurs, c'est surtout la région, les deux départements, pour aller beaucoup plus loin sur un système de transport décarboné. Voilà, mais il faut se projeter, là on se projette. Hein. On fait de la prospective, mais c'est aussi notre rôle. Hein. Bon, on vous tiendra bien évidemment informé des suites qui seront données. La bonne nouvelle, bon, je connais un peu le sujet, donc c'est bien. La bonne nouvelle, c'est que pendant des années, on a carboné. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va décarboner. Voilà, on va essayer de décarboner. Vous avez vu, donc il y a eu une annonce d'Aglo Grand Lac d'Annecy en disant que le tunnel était fini. C'était fini, ça en était fini pour le tunnel. Le tunnel sous le Semnos qui faisait à peu près 2,5 km et qui aurait ramené des camions et qui aurait en fait simplement déplacé des bouchons et augmenté les bouchons. Donc c'est fini. Hein. Ce projet-là est abandonné, donc c'est bien pour nous, hein, puisqu'on travaille maintenant sur le désenclavement du territoire. Ce qui est une reprise, pour ceux qui ont suivi ou qui connaissaient un petit peu, petite parenthèse, ces dossiers-là, c'est pas un scoop que le projet soit abandonné quand on. C'est pas un scoop, mais c'était. Le contenu, voilà. Il y a eu quand même, il y a eu une enquête publique, il y a eu des réunions publiques dans les principales villes, notamment Faverges, auxquelles j'ai participé. Ça n'a pas été simple quand même, hein, parce que c'était vraiment ficelé. Hein. On continue ? On continue, oui. La question avec l'agence Écomobilité tout à l'heure par rapport à toute la thématique du covoiturage. Donc bien évidemment, le covoiturage fait partie des solutions de mobilité à mettre en œuvre. Et vis-à-vis de ça, on a demandé à l'agence Écomobilité de nous accompagner sur une démarche pour faire en sorte de réfléchir à la question, savoir comment on pouvait mettre un certain nombre de choses en place. Alors covoiturage, ça peut être quoi ? Ça peut être la mise en place d'aires de covoiturage. Donc l'orientation, c'est de définir où stratégiquement il est intéressant de mettre ces aires de covoiturage, pourquoi, comment, qui finance, comment, dans quel cadre, selon quelle modalité. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on co-construise, faire des propositions au bureau pour ensuite valider ça en conseil. Voilà. Le covoiturage, ça peut être aussi un certain nombre d'actions. Je m'explique. Au niveau du transport pur et dur,
transport urbain notamment, ou périurbain ou non urbain. On sait très bien qu'il y a certains secteurs où malheureusement la densité de population est relativement faible, ce qui veut dire que concrètement on aura relativement du mal à expliquer comment mettre un bus 53 places tous les jours, ainsi de suite. Par contre, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas que ce soit un constat d'échec en disant mais là on ne peut rien faire. La loi permet de faire un certain nombre de choses et justement l'orientation c'est d'essayer de travailler avec l'agence écomobilité en disant il y a un certain nombre de secteurs où économiquement, de toute façon, ça n'est pas envisageable. Alors attention, je rappelle que le transport, en tout état de cause de transport commun, n'est pas rentable. C'est-à-dire que globalement, le transport, et fait pas que sur Orly-Isère, hein, c'est quasiment partout pareil. C'est-à-dire que globalement, le transport, les recettes couvrent à peu près entre 10 et 15% du coût. Globalement, quand vous payez un ticket à 1 euro, ça veut dire que derrière, c'est quasiment 10 euros. Par contre, on a quand même différentes actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la mobilité. On a par exemple de l'autostop, du covoiturage, ainsi de suite. Et vis-à-vis de ça, l'orientation, c'est de s'appuyer sur les compétences et connaissances de l'agence écomobilité pour voir sur le territoire ce qui peut être mis en œuvre. Et donc l'orientation, pareil, il va falloir qu'on travaille là-dessus conjointement. Alors ça me fait un petit peu peur parce que depuis tout à l'heure, je me suis dit il va falloir qu'on travaille, qu'on travaille. Et je vous assure qu'on a une charge relativement conséquente dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme de la dynamique de secteur d'activité, on va dire. Pas de questions, pas de remarques. Juste peut-être rajouter pour ces aires de covoiturage, c'est qu'on a dit qui finance. Vous avez bien compris que l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'une aire de covoiturage, qu'est-ce qu'on met dedans, qui financera quoi, et ça, ce sera à nous de le déterminer dans les mois qui arrivent. Parce que l'aire de covoiturage, elle peut se limiter à quelques coups de peinture, un peu de goudronnage et puis un panneau, et ça, on dit que c'est l'agglo. Ou alors, ça peut être la prise en compte de l'ensemble de l'aire de covoiturage avec des cheminements dessus, etc. Donc, c'est très, très compliqué, ça va être très, très compliqué à baliser financièrement. Est-ce qu'il est prévu des bornes de recharge pour les voitures électriques, par exemple? Est-ce qu'il est prévu des bornes de recharge pour les voitures électriques? Alors, si ça fait partie. Ça ne fait pas partie du volet entre guillemets covoiturage. Par contre, ce sont des questions qui sont intégrées dans le PCAET. Donc, les fiches PCAET prévoient des modes alternatifs à l'essence ou au diesel. Par contre, là, ça sera plutôt le volet PCAET qui va définir où, comment, pourquoi des bornes se mettraient en place en partenariat avec les autres secteurs d'activité, dont la mobilité. Mais ça peut être aussi effectivement sur une aire de covoiturage. Oui, bien sûr. L'avantage du PCAET, c'est qu'on est sur quelque chose qui va chapeauter, entre guillemets, l'ensemble des compétences et d'intervention de la collectivité, et on est sur des éléments très transversaux. Donc quelque chose qui peut concerner à la fois une borne de recharge, ça peut considérer le volet tourisme, le volet mobilité, le développement économique. Donc on est sur quelque chose de très large. Et donc le PCAET, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir cette vision partagée et globale. Et c'est pas parce que ça n'est pas forcément indiqué en mobilité que ça ne se fera pas. Et l'objectif, c'est bien qu'il y ait ce travail partenarial qui soit mis en place. Ok, merci. Lors du prochain conseil, vous avez donc un certain nombre de délibérations. On a parlé tout à l'heure du comité des partenaires. Il y a un deuxième projet que vous allez être amené à évoquer, ce sont les journées Agir. Donc, pour faire simple, Agir est une association regroupant les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Globalement, ce sont les structures qui développent le transport. Donc, vous avez les régions, les communautés d'agglomération et un certain nombre de communautés de communes et autres. Agir a été créé en 1987 à l'initiative justement de ces collectivités qui avaient pris la compétence mobilité, puisque, je vais dire les choses de façon les plus diplomatiques possible, les transporteurs sont des requins. Donc, et je l'ai dit
on a eu, alors je dis sur Arles-Isère, mais je pense que la situation est un petit peu identique de partout. C'est-à-dire qu'on a quelques années, la DGCCRF, donc la concurrence et les prix, nous avait contacté en disant, écoutez, dans le secteur, alors c'était pas Arles-Isère, c'était Savoie, Haute-Savoie, peut-être même Auvergne-Rhône-Alpes, on a la conviction qu'il y a des ententes entre transporteurs dans certains secteurs de territoire. C'est bizarre, ça reprenait exactement notre point de vue. Voilà, donc on est intimement persuadé que, de toute façon, ça se fait également dans les travaux publics, hein, c'est-à-dire que globalement, les entreprises qui sont sur un territoire sont implantées, et globalement, pour éviter de se faire de la concurrence, chacun se partage un morceau de territoire. Alors, on a contourné ça, nous, en mettant en place une délégation de service public, ce qui veut dire que globalement, on a un marché qui est maintenant plus intéressant, ce qui permet aux entreprises d'être en position de dominance, c'est quand il y a des marchés qui sont morcelés. Globalement, un gros transporteur, ça n'intéresse pas parce que c'est trop petit, et ça permet à ce que les moyens et petits transporteurs, globalement, ils vous disent, moi je réponds, mais mon prix c'est ça. Maintenant, quand on lance un marché, c'est le contraire que ça se passe. Voilà. Donc, on commence petit à petit à redresser la barre. Et c'est pour ça aussi qu'Agir s'est mis en place pour aider les collectivités à lutter contre ces aspects de monopole. Et chaque année, Agir met en place des journées. Donc, ce sont des journées nationales. J'aime bien le dire. Ça veut dire qu'on va avoir un focus. Alors, rien n'est signé pour le moment. Donc, on est d'accord. Ce que je vous dis, c'est sous réserve de catastrophes, malheureusement, qui pourraient arriver. Il y a un an, on m'aurait dit que le Covid arriverait, je n'étais pas forcément persuadé que j'aurais dessus. Voilà. Donc, je reste assez humble et prudent. Mais l'orientation, ça serait qu'en juin 2021, au niveau d'Arles-Isère, on puisse accueillir les journées Agir à la Halle Olympique. Donc, c'est-à-dire que globalement, on a sur 2 jours et demi, plus de 700 personnes qui viennent de toute la France. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, c'est relativement intéressant. Ça veut dire que ça peut faire énormément de nuitées. Ça veut dire qu'on a également une mise en valeur du territoire, mais également de la halle. Et que concrètement, on a donc un certain nombre de professionnels. On a presque une centaine d'exposants qui viennent. Ça veut dire que vous pouvez avoir demain Iveco qui vient avec 10 bus. Un bus électrique, un bus hydrogène, un bus hybride, un bus ceci, un bus cela. Et donc, toute la halle serait entièrement réservée pour ces journées pendant 2 jours et demi, avec bien évidemment la partie scénographique événementielle entièrement réservée pour justement les exposants. Donc, c'est un salon professionnel, mais qui permet de faire un focus relativement intéressant sur le territoire et sur la halle. Je peux te parler du coût. Alors, oui, je rigole parce que je ne pensais pas, je n'avais pas voulu en parler, mais… Non, mais en une phrase, quoi, parce que ce n'est pas quelque chose qui doit pénaliser, quoi. Non, autant il y a des fois, je vous demande de pouvoir relayer l'information un maximum de façon à ce qu'elle soit échangée, et ainsi de suite. Là, par contre, je vais vous demander de garder ces éléments pour vous, mais en réelle confidentialité. C'est-à-dire que le montage économique qui a été envisagé, c'est que la halle édite un devis de location. Ce devis de location est payé par Agir. Sauf que Agir n'a pas les moyens financiers de supporter l'intégralité de ces coûts de location et nous demande une participation. C'est pour ça que vous avez une convention qui définit les choses. Simplement pour dire les choses très précisément, la collectivité devrait faire une bonne opération. Et pas plus. Non, mais c'est bon, mais on n'aura pas de coût là-dessus. En fait, si vous préférez, pareil, je resterai prudent parce que pour l'instant, elle n'est pas tombée, mais on a pu mobiliser une subvention qui fait que globalement, ça devient très intéressant pour la collectivité et pour la halle olympique, bien évidemment, puisque c'est elle qui édite le devis, qui encaissera les fonds.
Voilà, je pense qu'on peut continuer. Encore. Est-ce que vous avez des questions et des remarques à formuler ou des points que vous souhaiteriez voir sur l'ensemble des sujets abordés? Oui, tout à fait. J'ai une petite question. Beaufort a communiqué sur des points autostop. Est-ce que c'est des initiatives de la commune ou est-ce que c'est l'Isère? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Beaufort a communiqué sur des points autostop. Je veux savoir si c'était la commune ou Isère qui avait engagé cette initiative. Alors, c'est la commune, hein, ces points stop devaient être mis au printemps, qui avaient été commandés et malheureusement, avec tous les délais, on a pu les mettre, on les a reçus tardivement, on les a mis en place seulement maintenant. Oui, c'était pas mal. Ouais. Donc, anticiper. Je pense qu'il faut anticiper quand on veut faire ça parce que, apparemment, en gros, j'ai l'impression qu'il y a une ou deux entreprises en France qui éditent des panneaux comme ça. Hein, je crois qu'elle est dans le Jura, d'ailleurs, l'entreprise. Oui, en tout, c'est un pouce sur un panneau. Donc, c'est un point stop, en fait. On l'a mis en place pour, justement, pour le covoiturage en station qui est important. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, on évoquera sûrement peut-être pas passer cette fois-ci en commission, mais c'est vrai qu'on travaille sur des projets similaires avec tout un volet sécurité pour le passager et pour le conducteur. Donc, en termes d'assurance, ça veut dire en cas de... oui, ça rassure les deux, quoi. Sur le village de Beaufort et sur le village d'Arèche. Sur les deux, ça en fait, je crois qu'il y a deux points sur Beaufort village, un à la sortie, un à l'entrée, et sur Arèche également. J'imagine que ça a été pensé, il y a une place pour s'arrêter, une sécurité. Alors, oui, en général, c'est à côté de parking. En fait, c'est déjà des lieux où les gens faisaient du stop. Donc, Au niveau de l'agglo, il faut une harmonisation par rapport aux panneaux où chaque commune prend. Enfin, il y a un choix ou... L'idéal, c'est l'harmonisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on retravaille là-dessus. Il faut qu'on se revoie. C'est pour ça qu'on a, je disais tout à l'heure qu'on a confié à l'agence écomobilité des éléments sur le covoiturage. C'est justement l'objectif de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'opérations. Donc c'est aussi pour ça de faire en sorte de pouvoir attendre ces résultats d'études, d'enquêtes, pour justement pouvoir définir la stratégie globale. C'est tout bête ma question, mais vous faites, je pense comme ça, je dis ça sans. Vous faites un point stop. Quelles peuvent être les conséquences juridiques en cas d'incident entre le passager et le conducteur? Alors nous, on a juste mis un panneau. Je vous avoue que les incidents juridiques, ce n'est pas une aire de covoiturage, hein, c'est juste un point stop. Donc, je pense que chaque personne a sa propre responsabilité. Je ne sais pas, j'imagine. C'est une question, si les gens s'arrangent entre eux. Exactement. Parce que ce n'est même pas du covoiturage, donc ça ne fait même pas appel à de l'argent, on va dire. Ça n'a rien à voir avec l'autobus, c'est pas pareil. En fait, c'est le même principe. Parce que l'autobus, ils ont un autocollant sur la vitre, par exemple. Ça, nous, c'est vraiment un point autostop, c'est-à-dire pour que l'autostoppeur qui veut faire du stop, il puisse se mettre vers ce panneau et qu'il soit encore plus visible pour être vu par les C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on travaille agglo. Il faut qu'on raisonne agglo. Bon, on a un cabinet qui nous aide. Ce serait intéressant pour l'uniformiser, voir comment on peut amender les choses avec vous. C'est pour ça que j'aborde le sujet. Oui, je sais. Parce que c'est une bonne idée. Ça serait bien c'est à développer, bien entendu. Oui. François, c'est Raphaël qui parle. Hein. Je pense que tu as raison et le point juridique là-dessus est très important. Si on fait la comparaison avec Blablacar où il y a un contrat entre la personne qui monte et la personne qui conduit et qui clarifie clairement les choses, aujourd'hui, dans toutes les initiatives qu'on peut voir dans les villages ruraux, en cas d'accident, c'est pas si clair. Je ne sais pas. L'autobus, ça veut dire que c'est des gens qui sont sur une application. J'imagine que c'est une application et que non, c'est juste. Connus, non en fait, Réseau Pouce, c'est simple, c'est exactement ce que vous êtes en train de mettre en place. Globalement, vous avez juste des personnes qui s'identifient sur un site. Voilà, c'est ça, il y a quand même un site. Oui, mais il n'y a pas de rendez-vous quand même. Hein. Alors, non, il n'y a pas de rendez-vous, mais l'objectif, c'est de sécuriser les choses. C'est pour. Alors, je ne vais pas faire
une explication trop large de Réseau Pouce, mais Réseau Pouce, qu'est-ce que c'est? Réseau Pouce, au départ, c'est une association qui s'est mise en place, je crois, dans le sud-ouest, et qui s'est aperçu qu'il était impératif de sécuriser le déplacement des usagers qui faisaient l'autostop. Pourquoi? Parce que ça pouvait dire qu'on pouvait tomber sur tout et n'importe quoi. L'orientation, ça a été de dire, on fait en sorte que les gens puissent s'inscrire sur un site, et donc vous avez la personne qui propose de la place sur sa voiture, elle s'inscrit, elle dit voilà, moi je peux proposer de la place dans ma voiture. Il y a des espèces de lignes virtuelles de voitures qui se mettent en place, et effectivement, il y a un point de départ, différents points de dépose, un point d'arrivée. Et c'est exactement comme une ligne de transport en commun, c'est-à-dire que vous avez une ligne qui existe avec des différents arrêts, sauf qu'au lieu que ce soit fait par un bus, c'est fait par des voitures. Et l'avantage, c'est que le conducteur, il s'inscrit et il reçoit un kit Réseau Pouce, avec notamment un autocollant, et il colle ça sur son pare-brise. C'est-à-dire que la personne, elle est identifiée, elle est clairement recensée dans la base de données, et ça veut dire que ce n'est pas Pierre-Paul ou Jacques, qui est Tartampion, qui fait n'importe quoi. La personne qui se dit, mais moi, je n'ai pas de voiture et je serais intéressée, elle s'inscrit également sur le site, mais elle dit, moi, j'aimerais pouvoir bénéficier de ceci. Elle reçoit le même kit, et dans son kit, elle a quelque chose où, voilà, il y a le logo Réseau Pouce, elle montre ça. Voilà concrètement, de façon très succincte, ce que c'est Réseau Pouce. Et c'est effectivement des choses qu'il faut que l'on puisse réfléchir. Je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de secteurs où malheureusement la population n'est pas suffisante et autres, et il faut absolument trouver des solutions alternatives. Celle-ci en fait partie. Il y a une liste de demandeurs et une liste de... Il faut travailler sur alors, j'alerte juste, je fais attention aux questions de compétences croisées. C'est-à-dire que juridiquement, tout ce qui est mobilité, ça reste et ça doit rester du domaine de la collectivité qui en a la charge juridiquement. Voilà, je me permets juste ce petit rappel. Les services de l'État sont relativement intransigeants là-dessus. C'est pour ça que j'ai... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? J'avais quelques points en complément qui sont vraiment des points d'information. On a 3 structures de mobilité solidaire. Donc, on a Transservice Association, le covoiturage associatif du Grécy et Transbo Fortin. Jean-François et moi allons les rencontrer de façon à, avec la nouvelle mandature, voir concrètement comment les choses peuvent s'organiser. Il y a eu des changements dans le bureau de TSA, donc on essaiera de les rencontrer en janvier et on vous fera un retour de ces différents points. Autre aspect, on a commencé à rencontrer les différentes parties du territoire. Donc on a eu une réunion dans le Beaufortin il y a 15 jours. Oui, 15 jours. La semaine prochaine, on fait un point sur la Comte de Savoie. Donc on sera Grésy-sur-Isère pour évoquer les problématiques mobilité. Puis après, on a prévu d'en faire un sur, pourquoi pas sur Mercury. Enfin, sur, on va dire... gravite autour d'Albertville. Et puis, on avait prévu d'en faire un sur le Val d'Arly. Et puis après, il y a sur Bertour, peut-être la Bâtie, je ne sais pas. Le ration Saint, voilà, de façon à bien cerner les problématiques différentes. Hein, on en a parlé tout à l'heure par rapport au comité de partenaires. J'ai pas d'autres réponses. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on fixe la prochaine date ou pas? Oui, c'est intéressant de fixer la... Le prochain conseil, c'est quand? Le prochain conseil d'aglo, c'est... Pas décembre, on est en 2021. C'est le 10, c'est le 10. Merci. 10 janvier? Non, décembre. Mais non, mais celui d'après. Ah, celui d'après, je ne sais pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas... C'est en janvier, il me semble qu'il n'y a pas de conseil, ça va être en février, non? Attends, je regarde vite fait. Je ne l'ai pas, non, je ne sais pas. Attends, bouge pas. Il y a jeudi d'habitude. Hein. Comme si c'était à l'Isère, je vais regarder. Réunion, planning hebdomadaire, bougez pas, j'arrive.
Là, Raphaël, moi je dépose. Ouais, c'est bon, j'y suis. Laissez-moi 30 secondes. Bureau élargi le 21. Conseil communautaire le 4 février. 4 février, ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que éventuellement le 26 ou le 19 janvier. Février? Non, janvier. 26 ou 19 janvier. Plutôt le 20, enfin, en ce qui concerne plus tard, ça sera le mieux, parce que janvier, ça va être. Eh ben, si ça convient à tout le monde, on part sur le 26 janvier. C'est bon pour Raphaël. C'est bon. C'est bon. C'est bon aussi pour moi. Acté. 26 janvier. À la même heure? Oui. C'est noté. Ok, merci. Normalement, oui. On fera... Et merci pour votre participation. Il y aura également visio, je pense, on fera les deux. Oui. Donc visio également, les deux, physique et visio. Merci pour la présentation complète. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci pour le bon travail. Bonsoir, merci. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Ça va? Est-ce que vous aviez prévu une question, Alors, pas du tout. Moi, on m'a. J'étais bien accompagnée.